Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Gilles. Bonjour. Oh mon petit Gilles, alors aujourd'hui voilà, on va sortir la tisane, le miel, exactement. Et puis vous souhaitez de retrouver une voix. Il y a plein de gens qui ont des allergies en ce moment, j'ai pris une petite allergie, ou alors peut-être la clim. Il faut que Jacques Pradel mène l'enquête. Oui, de même pas d'enquête médicale. Mais ça pourrait être le début d'un roman, il commence à avoir une voix enrouée, et peut-être il a été drogué, ou peut-être... Surtout pour un homme de radio. Ça c'est terrifiant. Jacques Pradel est donc notre invité, vous l'avez entendu, on est ravis de vous accueillir. Moi aussi, je suis ravi d'être là. Jacques Pradel, c'est un homme de radio parce que dès qu'il est arrivé, il a demandé un casque. Donc on voit tout de suite. Jacques Pradel, vous êtes notre invité ce matin pour votre livre L'univers du crime, ces affaires qui me réveillent encore la nuit aux éditions du Rocher. C'est un livre qu'on peut se procurer dès maintenant, puisqu'il est tout neuf, tout frais, il sort de l'impression. C'est le baptême aujourd'hui. On vous ressort pour la sortie de ce livre. Ça vous réveille la nuit? Non, ça c'était de l'écriture de quelqu'un qui m'a précédé, parce que dans une conversation, je lui dis ça me réveille encore la nuit. Mais non, ce sont des affaires que j'ai sélectionnées pour une raison précise. C'est parce que d'abord, je les ai jamais oubliées. Et je les ai jamais oubliées parce qu'elles m'ont marqué profondément. Soit par le scénario du crime, soit par la personnalité de l'auteur, homme ou femme, soit par la personnalité de la victime. C'est un peu pour ça qu'il y a cet engouement d'ailleurs pour le fait divers, parce que moi je suis pas du tout fanat du côté macabre, du sang, de la violence, etc. Ce que j'aime bien faire, comme tout lecteur de romans policiers d'ailleurs, c'est de plonger dans l'enquête, de décrypter l'histoire et de raconter le pourquoi du comment. Et à noter d'ailleurs que du 12 au 13 juin, il y aura un événement exceptionnel qui s'appelle l'univers du crime. Vous serez au cinéma Porte des Lilas pour ceux qui sont à Paris, les 12 et 13 juin, mais vous serez également retransmis dans 20 cinémas de France sur cet événement, l'univers du crime. Il y aura plein de spécialistes autour de vous. Oui, alors ce sont des salles CGR qui est partenaire de notre symposium, et on a décidé de faire ces deux soirées dans un premier temps, simplement parce que, d'ailleurs je le dis aussi dans la préface de ce livre, d'abord ça porte effectivement le même nom que le livre, l'univers du crime. Si on veut savoir plus, c'est l'universducrime.com sur internet, etc. Mais je parle de ces affaires criminelles qui ressemblent étrangement à des fictions télévisées. Oui, on ne sait plus très bien. On ne sait plus très bien. Ça commence, où ça finit. Et moi, je pense que tout citoyen est un justiciable, n'y comprend plus rien dans le fonctionnement de la justice et de ce qu'on appelle la chaîne judiciaire. Vous dites comme Gérald Darmanin, finalement. C'est ce qu'il dit en ce moment. Écoutez, voilà. Les grands esprits se rencontrent. Mais donc c'est pour ça que j'ai invité des métiers de la chaîne judiciaire. Donc à commencer par le parquet, les procureurs, c'est Jacques Dallès qui viendra, les médecins légistes, parce qu'on sait combien l'autopsie est importante. La police scientifique, des représentants de la police scientifique, de la gendarmerie et de la police nationale, parce que maintenant, je ne sais pas si vous êtes au courant d'ailleurs, mais les enquêteurs, quels qu'ils soient, qui vont sur une scène de crime, découvrent plus de traces numériques que de traces concrètes, c'est-à-dire de l'ADN, des empreintes digitales, des fibres, etc., qu'on peut analyser. Or maintenant, et donc les réseaux sociaux et la numérisation de notre vie, on peut vous localiser facilement et vos trajets. Ça change tout. Et ça a complètement changé la criminalistique, ce qu'on appelle la criminalistique, c'est-à-dire la façon de faire des enquêtes et surtout d'exploiter une scène de crime. Par exemple, les policiers ou les gendarmes doivent laisser leur téléphone portable et leurs objets connectés
et leurs objets connectés dans une cage de Faraday à l'extérieur de la scène de crime ou de la scène de cambriolage. Donc on rappelle, ça sera donc les 12 et 13 juin pour ceux qui veulent effectivement et qui ne sont pas à Paris, au CGR de la Porte des Lilas. Là, vous serez en physique, mais retransmis dans une vingtaine de cinémas en France. Et donc vous pouvez d'ores et déjà réserver. On pourra en parler tout à l'heure. C'est un rendez-vous. On va passer au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Alors Jacques, vous qui avez connu toutes sortes de crimes, d'enlèvements, de rançons, j'imagine que vous vous intéressez à ces rapts en pleine rue désormais de proches d'investisseurs en Bitcoin. C'est devenu très à la mode. Et il y a eu encore une fois une tentative. Le numérique, encore une fois. Hein. Exactement. Parce que plutôt que de se faire prendre quand on se fait remettre la rançon dans un piège policier, on se fait virer les trucs et il n'y a pas de traces. Et il y a eu encore une tentative en pleine rue, mais cette fois-ci, elle a échoué. La scène a eu lieu en plein Paris. Tu appelles le 17. Le 17, Chloé. Au sol, un homme et une femme pris pour cible par 3 hommes cagoulés. Ils tentent de les faire monter de force dans une camionnette blanche. Les malfaiteurs laissent tomber une arme. La femme réussit à s'en saisir pour l'éloigner. Quelques secondes plus tard, un homme arrive avec un extincteur. Il repousse les malfaiteurs qui prennent la fuite. Les habitants médusés portent secours aux victimes, comme un témoin qui préfère rester anonyme. Moi, j'ai surtout vu derrière la perte de temps par terre, et donc j'ai été, comme je suis professionnel de santé, j'ai été tout de suite procurer les premiers soins. Incroyable. La violence de ces images qui se sont produites hier matin. Je les ai vues comme tout le monde, effectivement, c'est hallucinant. Et surtout que ça aurait pu déboucher sur un vrai drame avec quelqu'un qui meurt, parce que cette femme, elle avait un bébé. Qui était dans une poussette. Bon, l'enfant aurait pu tomber sur le trottoir, enfin. Et puis, les agresseurs étaient extrêmement violents. Oui, puis la dernière fois, quand il y a eu la même situation, ils n'ont pas hésité à couper un doigt à la personne qu'ils avaient enlevée. On pourra parler du nouveau crime aussi. Ça s'appelle la mexicanisation, certainement. Exactement. Oui, bien sûr. Ça me fait très drôle d'avoir cette voix. J'ai jamais eu une voix aussi virile, en fait. Oui. Bon, oui, ça me fait bizarre. Bon, il faut se l'avouer, hier, Emmanuel Macron, c'était pas Koh-Lanta. Je sais pas sûr qu'il obtienne un totem d'immunité, pas sûr que son flambeau de popularité soit quand même éteint. Hier, il est revenu sur un sujet que nous abordons souvent dans l'émission Média, les réseaux et les ados. Il est pour son interdiction. Il y a surtout une jeunesse qui a été percutée par les réseaux sociaux. Et on a des jeunes, parfois très jeunes, qui vont sur ces réseaux sociaux. C'est pas moi qui le dis, j'ai demandé un rapport qui m'a été rendu il y a 1 an. Les plus grands spécialistes dans le monde ont maintenant écrit des livres, des rapports. Il y a une épidémie de quoi ? De troubles du comportement alimentaire, souvent chez les jeunes filles. De harcèlement sur ces réseaux. De dérèglement du rapport entre les garçons et les filles, parce que par ces réseaux, beaucoup arrivent aussi vers les contenus pornographiques à 12-13 ans. Et donc on peut faire tout ce qu'on veut pour dire l'égalité femmes-hommes. Quand vous avez un ado, un enfant, son premier rapport avec les femmes, c'est de la pornographie. On va y revenir parce que donc, les réseaux sociaux vous interpeller ont des choses à vous dire. Les réseaux sociaux, il faut protéger nos enfants. Et donc je suis pour ma part favorable à ce que nos enfants, nos adolescents soient protégés de cela. Et donc qu'on impose une vérification de l'âge dans les réseaux sociaux en dessous de 15 ans. Et on pourra en parler, j'imagine que vous en parlerez dans le débat. Et comme on a un peu de retard, on en reparlera après des réseaux sociaux et des crimes qui se font aussi sur les réseaux sociaux. Votre regard est accusateur. Non. Hier, avec beaucoup de discrétion, c'est ironique, le réalisateur Quentin Tarantino, je ne sais pas si vous avez vu ça, a ouvert la 70e cérémonie d'ouverture de Cannes. C'était un moment drôle. It is my honor. C'est un honneur pour moi, un insigne, un privilège de déclarer le 78e PIF ouvert officiellement. Et il est reparti en robot, je ne sais pas si vous avez vu l'image. On reste avec la cérémonie d'ouverture au cours de laquelle on a Talk to You. Vous savez pourquoi je dis Talk to You? Yes. Eh oui. À Robert De Niro qui a reçu des mains de Leonardo DiCaprio une palme d'honneur. Alors comme on le sait, il a été l'opposant le plus virulent de Donald Trump. Et hier, une nouvelle fois, il en a profité au moment de recevoir cette récompense pour dénoncer la présidence de Donald Trump. Et nous sommes fiers que, comme Cannes, nous sommes connus pour être démocratiques et ouverts sur le monde. Démocratique, le mot que je viens de prononcer, ce mot
est ô combien important. Dans mon pays, nous luttons d'arrache-pied pour défendre la démocratie que nous considérions toujours comme acquise. Et ça concerne tout le monde, tout un chacun d'entre nous. Ça nous concerne tous, parce que les arts sont par essence démocratiques. L'art est inclusif, il réunit les gens, comme ce soir. L'art est en quête de la liberté. L'art, inclut la diversité. Et c'est pourquoi l'art est menacé. C'est pourquoi nous sommes une menace pour les autocrates et les fascistes de ce monde. Vous avez déjà monté les marches de Cannes. Vous avez déjà monté les marches de Cannes? Vous arrivez dans votre carrière ou pas? Non, j'ai pas de souvenir de ça. J'ai jamais été invité. Voilà, parce que je suis pas un spécialiste du cinéma. Non, mais au moment de TF1, vous auriez pu avoir une invitation. Non, j'ai pas fait d'émission spéciale là-bas. D'accord, pas de tapis rouge. C'est devenu une tradition depuis que Vanessa Paradis, vous vous souvenez, avait chanté une chanson à Jeanne Moreau. Eh bien, depuis ce moment-là, il y a toujours une chanson désormais à la cérémonie d'ouverture de Cannes. Et hier, c'était Mylène Farmer qui a rendu hommage au réalisateur d'Elephant Man, de Mulholland Drive ou de Twin Peaks, David Leitch, qui nous a quittés en mi-janvier, début de l'année. Ouais. Et donc, elle a chanté une chanson. C'était un moment très émouvant. Sur sa voix. Alors ça, je peux pas vous dire, mais elle a toujours une voix comme ça. Ah ouais, d'accord. Mais c'est vrai. Ça colle très bien à l'univers de David Lynch. Hein. Oui, voilà. De Twin Peaks et autres. Très comme ça, très planant. Elle avait fait un titre psychotique qui s'appelait Psychotique, qui était un hommage à Elephant Man à l'époque. Très bien, merci Gilles, mais vous ne bougez pas puisque on est en compagnie prendre un petit sirop. Un petit sirop. Avec Jacques Pradel pour son livre L'univers du crime, ces affaires qui me réveillent encore la nuit aux éditions du Rocher. Un livre qui sort aujourd'hui même et il est avec nous pour en parler sur Sud Radio. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Christine Bouillot, Gilles Gansma, l'invité du jour. Notre invité Jacques Pradel pour son livre qui est publié aujourd'hui, L'univers du crime, ces affaires qui me réveillent encore la nuit aux éditions du Rocher. Vous nous proposez un voyage au cœur des grandes affaires criminelles. Mais vous n'êtes pas resté dans la période contemporaine, vous vous êtes permis d'aller fouiller dans les archives et même dans l'histoire de France, Jacques Pradel. Oui, absolument, mais je raconte par exemple la première malle sanglante qui remonte au 19e siècle. Ça m'a fasciné parce qu'il y a des histoires comme ça encore aujourd'hui. Oui, bien sûr. Parce on que découpe c'est les pratique, cadavres et on les met dans des valises. Voilà. Et donc cette grande affaire criminelle qui a été très couverte par la presse de l'époque, parce que à la fin du 19e siècle, on avait des journaux qui publiaient 1 million, voire 2 millions d'exemplaires par jour en plusieurs éditions. Donc il n'y avait pas la télé, mais ça faisait office de ce que la télé a remplacé par la suite. Et donc il y a cette histoire donc qui est banale. C'est un huissier qui est assassiné par un voyou professionnel qui est doublé d'un escroc, qui s'appelle Hérault, qui est connu, comme on dit, des services de police. Sauf que il va commettre son crime en choisissant comme appât une jeune femme qui est prostituée occasionnelle, etc., qui s'appelle Gabrielle Bompard. Et alors je vous passe le truc, il faut lire parce que c'est assez long. Il y a eu des épisodes parce que la sûreté parisienne a enquêté jusqu'au Mexique et jusqu'à Cuba où on a arrêté le principal auteur. Mais Gabrielle Bompard, elle était accusée de complicité de meurtre. Elle risquait également. Alors on guillotinait plus les femmes, je crois, en 1890, mais elle risquait les travaux forcés à perpétuité. Et ces avocats ont trouvé une idée formidable. Ils ont dit à la cour, d'abord au juge d'instruction, notre cliente n'est pas complètement responsable parce que elle a été hypnotisée par ce salaud de Hérault, c'était le nom du gars, sans H, E-Y-R-A-U-D. Et donc, il y a eu un débat parce que c'était la découverte de l'hypnose à cette époque. Et c'était une astuce juridique ou c'était vrai ?
Pardon ? C'était une astuce juridique ou c'était vrai ? On le saura jamais. On le saura jamais. C'est parole contre parole. Elle a dit ça et on ne peut que constater qu'elle a fait 20 ans. Elle a été condamnée à 20 ans. Dont elle a fait, je sais pas, 12 ans, et après elle a disparu des radars, elle n'a plus jamais fait parler d'elle. Mais il y a eu un vrai débat national. Peut-on tuer quelqu'un sous hypnose ? C'est une formidable question. Voilà. Est-ce que le crime a beaucoup changé, justement, puisque on parle d'une vieille affaire ? Est-ce que c'est toujours les mêmes ressorts, les mêmes causes ? Vous savez, du Madeleine au Bitcoin, c'est toujours l'appât du gain, de toute façon. Donc c'est la vengeance, c'est les problèmes de couple ou familiaux. Alors, avec des différences, c'est que la justice a évolué, que nos sociétés ont évolué. Par exemple, le viol est devenu, à juste titre, et tant mieux, on peut s'en féliciter. Un crime. Un crime, c'était déjà un crime, mais un crime puni de nombreuses années de prison, parce que il y a encore moins de 20 ans, quand une femme allait, quand il y avait le procès d'un violeur en présence de la victime, il y avait toujours quelqu'un qui posait la question, parfois le président, mais mademoiselle ou madame, vous étiez habillée comment ? Sous-entendu, vous l'avez bien cherché quand même. Bon, alors ça n'est plus le cas aujourd'hui. Dans le temps encore, dans l'histoire, il y avait les affaires qu'on appelait de crimes passionnels. Maintenant, il y a le crime contre conjoint qui est puni de la perpétuité. Donc voilà. Donc les sociétés évoluent et les affaires criminelles ont quelque chose à nous dire sur l'état de la société de leur époque. Bien sûr. Il y a aussi derrière toutes ces affaires des familles. Des familles, et je pense à l'affaire Bamberski dont vous parlez dans votre livre, sûr, qui est une affaire incroyable qu'on a suivie, ce père de famille qui s'est battu pour pourchasser le violeur et l'assassin de sa propre fille. En sortant de l'affaire, il pouvait être avocat, il connaissait le code pénal par cœur. Et qui avait dans son bureau des colonnes entières de documents, justement, pour essayer de traquer. Mais il y a toujours, quelque part, dans les affaires, pratiquement, les proches, quelqu'un qui se dit, et on en parlait hier avec notre invité média, le comédien du Voyageur sur France 3, qui dit, il y a toujours des familles et des victimes collatérales. Et qui cherchent toujours, quand c'est pas résolu, c'est cold case, la vérité. Et il y a l'histoire de la prescription. Donc là, aujourd'hui, c'est quelque chose de capital dans plusieurs affaires. Moi, j'en ai fait un peu un combat personnel, sans employer de grands mots. Je pense, en conscience, et je suis un citoyen comme les autres à ce propos-là, je pense qu'il faudrait doubler la période de prescription actuelle pour qu'elle soit cohérente avec les progrès de la police scientifique qui permet de résoudre de plus en plus d'affaires anciennes. C'est-à-dire doubler, c'est passer de 20 à 40 ans ? C'est-à-dire passer de 20 à 40 ans, parce que pendant très longtemps, la prescription a été de 10 ans. En 2017, il y a eu une proposition de loi à l'Assemblée qui a été votée à l'unanimité. C'était Georges Fenech et un autre député. Il y en avait un de droite, un de gauche, si vous voulez. Alain Touré. Oui. Voilà, ils ont porté la période de prescription à 20 ans, mais c'est toujours pas suffisant. Le grêlé, l'affaire a été résolue 35 ans après. La petite fille de l'autoroute A10, plus de 30 ans après. De toute façon. Donc, et il faut savoir, vous parliez des familles, les familles, elles sont condamnées à perpétuité, au chagrin à perpétuité, de toute façon, quoi qu'il arrive. Quand on tue quelqu'un qui vous est proche, votre vie s'arrête, bascule. Alors souvent, les familles survivent parce qu'il y a d'autres enfants, parce que, voilà, mais c'est un drame absolu, quoi. Et le problème, c'est que lorsque 10, 20, 30 ans après, on résout l'affaire. Oui, non, mais quelquefois il y a des aveux tardifs. Bon, quelqu'un avoue, on ne peut plus rien contre lui, la justice ne peut plus rien. Et il y a c'est le cas, par exemple, c'est le cas en ce moment.
le débat sur les violences commises sur les crimes sexuels d'enfants, qui sont prescrits alors qu'elles sont dénoncées. Oui, mais pour les enfants, on a reporté la période de prescription, je crois, à 30 ans. C'est-à-dire que l'enfant devenu adulte peut porter plainte et faire. Mais vous pensez que c'est pour la société d'allonger cette période de prescription? Moi, je soulagerait les maux de la société. C'est devenu. Quand je dis l'état des sociétés, mais maintenant, actuellement, on considère que c'est un pardon légal. Un pardon légal pour un assassinat, c'est quand même énorme. Voilà, il n'y a pas de prescription aux États-Unis, par exemple. Il y a une prescription à tiroir en Angleterre. Enfin, il y a des tas de pays du monde qui n'appliquent pas la prescription. Mais je pense que 40 ans serait une bonne période parce que au-delà de 40 ans, les principaux témoins ne sont plus là, la mémoire s'efface totalement, etc., etc. Mais il reste police scientifique, la police scientifique qui fait qu'est-ce que vous pensez, il y a eu plusieurs cas récents du fait que lorsque il y a un crime et qu'on est considéré comme fou de la folie, il n'y a eu aucune poursuite. Et il y a de plus en plus d'histoires où on retrouve la personne à l'hôpital. On a vu des récentes affaires. Vous en pensez quoi? Je pense simplement que, effectivement, condamner les fous, ça, à la limite, sur le papier, ça veut rien dire. Pas pour les familles des victimes, hein, bien sûr. Mais je pense que là aussi, on a évolué. Parce que jusqu'à présent, si la conscience de la personne est abolie, voire abolie, ça veut dire que la personne n'était pas responsable du tout de ses actes. Si elle était simplement abolie, atténuée, les peines sont plus légères. Mais voilà. Bon, maintenant, il y a une évolution, c'est-à-dire que même en cas d'irresponsabilité, il y a quand même un procès. Ça, c'est une grande évolution. Le procès ne débouche pas sur la condamnation parce que après, la personne est souvent à vie d'ailleurs dans un institut psychiatrique. Bon, c'est le cas du gendarme Alain Lamarre que je raconte dans le livre. C'était ce gendarme tueur en série qui échappait évidemment à la police parce qu'il était de la famille, quoi. Voilà. Donc il connaissait les dispositifs, il connaissait comment faire pour échapper aux forces de l'ordre, mais il a été reconnu totalement irresponsable parce qu'il était victime d'une grave maladie psychiatrique et il est toujours à l'heure actuelle en soins dans un institut psychiatrique. Mais pour tuer quelqu'un, il faut toujours une certaine folie, non ? Alors je pense, oui, bien sûr. Mais bon, le législateur essaye de prendre des décisions qui respectent la paix sociale. C'est pour ça que... Mais est-ce que la société est plus violente, comme certains le disent aujourd'hui, qu'hier ? On en parle plus. Moi, je fais remarquer toujours que on tue moins à Paris qu'à la Belle Époque. La Belle Époque, très mal nommée, parce qu'à la Belle Époque, ça dépotait dans Paris. Bon, oui, avec les couteaux, etc. Enfin bon, mais donc je pense qu'on tue moins parce que actuellement, le nombre d'homicides chaque année, c'est entre 800 les bonnes années et 900 les mauvaises années. Bon, mais on a connu pire et il y a des pays qui connaissent pire, évidemment. Le Mexique notamment, des pays d'Amérique du Sud, bon, etc. Mais on en parle plus, donc on n'augmente pas. L'insécurité n'augmente pas, mais le sentiment d'insécurité crée des problèmes psychiques même, et des psychoses, bien sûr. C'était un fascinant. Alors, on va faire une petite pause, Jacques Pradel, si vous voulez bien. On est suspendu à on est comme des enfants, en fait. Bavard, exactement. Jacques Pradel, pour votre livre, L'univers du crime, ces affaires qui me réveillent encore la nuit aux éditions du Rocher. On continue d'en parler avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansmazio. Le
Le supplément média. On est en compagnie toujours du journaliste Jacques Pradel, l'univers du crime, son univers, avec ce livre, Ces affaires qui me réveillent encore la nuit, c'est aux éditions du Rocher. Ça paraît aujourd'hui. Alors, on vous recommande de vous plonger dans toutes ces affaires criminelles qui passionnent l'opinion publique depuis toujours, finalement. Hein. Ces pages faits divers qui sont très très lues de la presse quotidienne régionale. Il y a des pépites d'histoire dans ce livre, y compris à l'étranger, que vous êtes allé farfouiller. Il y a une pépite en France que j'ai découverte parce que je mets un point d'honneur, évidemment, lorsque les affaires sont connues du public, qu'il y a eu parfois des livres consacrés à ce sujet, ou beaucoup d'articles. J'essaye d'actualiser au mieux possible, c'est-à-dire monter jusqu'au dernier mois avant la publication, et pour voir si les choses ont évolué ou pas. Et donc, j'étais en train d'écrire un récit qui est publié dans ce livre, que j'ai appelé l'assassinat d'un lanceur d'alerte. Il s'agit d'un lanceur d'alerte russe, ex-membre du KGB, Alexandre Litvinenko, qui à 28 ans, il était dans le KGB, et quand la Russie soviétique s'est terminée, il est passé à l'enfant du KGB, c'est-à-dire le FSB. Bon. Et donc, il est dans une section qui s'occupe d'affaires criminelles, et on lui dit, mais il y a eu une tentative d'assassinat contre Berezovski, qui était un opposant, un énarque, un oligarque, pardon, pas fait l'énarque, mais qui était propriétaire de plusieurs radios, de plusieurs journaux. Enfin, c'était un des piliers de la nouvelle société russe. Et alors, il enquête, il devient super copain avec Berezovski. Et puis 2 ans après, ses chefs lui disent « Ah, il faudrait étudier une opération homo, c'est-à-dire une opération pour tuer Berezovski, parce qu'il commence à déranger notamment Vladimir Poutine et les autres. » Et Vladimir Poutine, qui était l'ancien patron du FSB 2 ans avant. Voilà. Et Litvinenko, ça passe pas. Et Litvinenko, il porte plainte au tribunal des armées. Faut être gonflé quand même, hein, quand on connaît le système. Et alors il perd son job, on le met au secret dans une prison, il va y rester 8 mois, et là il se dit il faut que je m'en aille. Bon, mais avant de s'en aller, il fait une conférence de presse. C'est pour ça que je l'appelle lanceur d'alerte. Et il explique le truc. Voilà, j'ai reçu un ordre illégal de ma hiérarchie, assassiner monsieur Berezovski. Et après, il se barre, mais il avait tout prévu, à Londres, en Angleterre. Voilà. Alors là, l'histoire, je vous la laisse découvrir. Dans le livre. Après, je raconte comment il a été éliminé par le FSB. Empoisonné à l'uranium. Et empoisonné au polonium 210. Bon. Qui est atroce. Ça, c'est une mort atroce. Qui est atroce et qui est surtout un produit qui ne peut être fabriqué que par des États. Vous savez combien de grammes de polonium 210 sont produits chaque année dans le monde? Allez-y, faites-nous peur. 90 grammes. Ouais. Voilà. Et la Russie est le premier exportateur, le premier fabricant mondial, avec 97% du polonium 210. Bon, bref. Et comme je le fais souvent, je me dis, j'ai une idée dans la tête. Je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un monsieur et madame tout le monde qui a voulu se servir finalement de l'uranium ou d'un autre produit pour zigouiller son prochain? Et je l'ai trouvé. Et j'ai trouvé ça dans un article du Monde daté de 1979 qui était complètement passé en dessous des radars. Tentative de meurtre à l'uranium à l'usine de retraitement des déchets atomiques de La Hague. Quand même pas mal. Et je raconte cette histoire. Bon, et c'est une histoire vraiment qui il y a pas de service secret dans le coup. C'est un ouvrier de La Hague qui était préposé à la piscine où bien sûr, on met les barres d'uranium pour les décontaminer. Et il détestait son contremaître.
qui était très service et tout. Et il n'a rien trouvé de mieux que de mettre des barres d'uranium sous la voiture du contremaître. Une mort lente et assurée. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il a eu, oui, parce qu'il était, comme il était irradié, il prenait sa voiture, il faisait 30 bornes par jour pour aller travailler à l'usine. Il a commencé à se sentir pas bien et à avoir des périodes où il s'endormait au volant. Et il s'est endormi au volant et ça lui a sauvé la vie parce que sa voiture est allée dans un arbre et lui, il n'a pas eu une égratignure. Et dès qu'il a cessé de conduire cette voiture, il s'est senti beaucoup mieux. Voilà. Et après, alors, il a découvert le truc, je raconte l'histoire. Quel regard vous avez sur l'affaire Émile, qui a mobilisé un peu tous les médias, et le traitement médiatique de l'affaire Émile? Alors, l'affaire Émile et le traitement médiatique, ce sont deux choses différentes. L'affaire Émile, ce sera certainement un cas d'école dans l'avenir, dans quelques mois, de la police scientifique, parce qu'il y a eu des recherches qui sont en cours de traitement encore actuellement, et notamment la téléphonie, les fameuses traces numériques qui sont plus nombreuses que les traces objectives maintenant. Alors, le traitement médiatique, c'est le problème. Je le dis d'autant plus, qui aime bien châtie bien, hein. Je le dis d'autant plus qu'il m'arrive souvent de participer à leurs émissions, mais les stations d'information continue, par le fait même qu'elles font de l'information continue, quand il y a une affaire comme Émile qui se déroule, ils l'apprennent à 8h du matin, à 8h30 ils font un plateau, à midi ils font d'autres plateaux, l'après-midi il faut qu'ils trouvent absolument des spécialistes. Alors cela dit, il faut un énorme travail de décryptage pour le public, mais il ne faut pas que le décryptage se transforme en café du commerce, quoi. Voilà. Ou en tribunal médiatique, parce que par exemple, on se souvient lors des auditions, des gardes à vue, du grand-père, de l'oncle et de la tante, etc. Tout le monde a son idée. Tout le monde, et certains, ils vont un peu vite, y compris sur les réseaux sociaux. On a des confrères qui donnent les noms, moi, je dirais d'éventuels complices. C'est plus grave sur les réseaux sociaux que sur les chaînes d'information continue, parce que les chaînes d'information continue, elles font du débriefing et de l'explication, mais les réseaux sociaux, c'est une sorte de cluedo morbide. On fait appel au colonel Moutarde qui va nous dire qu'est devenu le petit Émile. Et c'est scandaleux. C'est scandaleux parce que personne ne pense aux proches. Parce que le grand-père, qui dit, pour l'instant, il a fait une longue garde à vue, et la grand-mère également, mais ils sont ressortis libres, et jusqu'à preuve du contraire, ils ne sont pas mis en cause dans cette affaire. Donc voilà, personne ne peut dire, à moins d'avoir une boule de cristal, et on se plante en général une fois sur deux quand on regarde une boule de cristal, personne ne peut dire si c'est un accident avec délit de fuite, parce que les hypothèses se sont quand même un peu restreintes depuis, ou s'il s'agit d'une affaire intrafamiliale. Mais la vérité judiciaire sortira peut-être un jour, mais à l'écart et à l'abri de cette agitation et ce bruit médiatique, toujours. Le temps de la justice et de l'enquête n'est jamais le temps médiatique. Alors, tous les journalistes, et moi le premier, s'en plaignent parfois, parce que voilà, on voudrait bien des infos. Il y a une fonction. Mais le secret de l'instruction, est-ce qu'il existe vraiment? Parce que souvent, ça devient un secret de polichinelle, parce que pour que le secret de l'instruction soit répandu dans le public, par l'intermédiaire de journalistes, il faut quand même que, à la source, il y ait quelqu'un qui soit dans le système judiciaire, quand même. Les journalistes ne vont pas voler les PV d'interrogatoire dans les bureaux. Ils sortent pas tout seuls, Voilà. Alors souvent, mais bon, ce sont des hommes ou des femmes qui rendent la justice, et les policiers et les gendarmes, il leur arrive aussi d'alimenter des journalistes, ne serait-ce que pour accélérer les enquêtes. Parce que, voilà, si un juge d'instruction ou une juge d'instruction qui considère un petit peu paresseuse, on sait très bien que quand une affaire devient publique et médiatique, ça accélère les choses.
Récemment, ont été diffusés sur France 2, on en a parlé avec Valérie et France 3, différents procès de criminels de guerre durant la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que vous êtes pour la diffusion, alors ça a été diffusé bien des années plus tard, ce qu'on a vu récemment. Est-ce que vous êtes pour la diffusion des procès ? Certains procès sur décision de justice, oui, parce que quand ce sont des procès historiques comme Barbie, par exemple, moi je pense que dont je parlais. Je pense que Barbie, c'est très important qu'il y ait eu une captation des audiences et qui puisse servir aux jeunes générations ou même aux gens de cette génération qui n'ont pas assisté au débat, de savoir qui c'était. Vous savez, les Américains, par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont très vite, en 47-48, ils ont fait venir aux États-Unis un certain nombre de savants allemands, dont von Braun, qui a été quand même le père des fusées Saturne, etc. Mais dont un deuxième personnage, dont j'ai oublié le nom, c'est freudien, mais on avait même donné son nom à une université en Californie. Et puis, les Américains ont découvert, à la suite d'un procès, qui s'est tenu en Allemagne, que ce type avait été un criminel de guerre, un nazi, et qui avait... était allé beaucoup plus loin, il avait fait des expériences prétendument médicales sur des déportés. Et voilà. Mais sur des affaires communes, vous avez une chaîne aux États-Unis qui s'appelle Court TV. Oui. Est-ce que vous êtes ouvert à ça ? Je suis contre un peu le Cluedo. Je pense que pour Kardashian, par exemple, pour parler de quelque chose de... Elle est venue avec son staff, ça sera... Et c'est Bijoux, vous avez vu Bijoux, mais c'était sa montée de canne à elle. Mais ça sera... la montée des marches du tribunal de Paris. Certainement un épisode de son feuilleton familial. Mais, oui, bien sûr. Mais je vois pas ce que ça peut apporter au public français, au public tout court, de voir les images de ce procès et souvent les autres procès. Non, je pense pas. Je pense pas qu'il faille. Oui, il faut que la justice réfléchisse. Faut pas tirer avant de réfléchir. Voilà. Jacques Pradel, alors on vous retrouve aussi avec vos chroniques criminelles. C'est diffusé sur TFX, c'est disponible également en podcast sur. Oui, c'est un podcast de TF1 donc qui a l'originalité d'être un podcast audio d'une émission de télé. Voilà. Et vous savez quoi, on va vous retrouver en podcast aussi sur sudradio.fr. Ah bah génial. Merci d'être venu ce matin sur Sud Radio. L'univers du crime, ces affaires qui me réveillent encore la nuit aux éditions du Rocher. C'est paru aujourd'hui même. Et pour les passionnés d'affaires criminelles, je vous le recommande. Ça fait un bon moment. Il y a des histoires étonnantes. Voilà. Et puis pour le cinéma, j'ai des villes. C'est Nice, Bayonne, Montpellier, Béthune, Toulouse, Blagnac et Marseille, Clermont-Ferrand, Chalon. Il suffit d'aller sur le site du CGR et ça sera le 12 et 13 juin prochain. Et le site, c'est l'universducrime.com. Voilà. Merci Jacques Pradel. Dans un instant, on va parler d'affaires criminelles, mais sous un autre angle. On va tenter de se mettre d'accord. C'est l'heure du débat avec nos débatteurs qui s'installent. À tout de suite. Merci Gilles, à demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.